Je ne pense pas à toute la misère, mais à la beauté qui subsiste encore. Ce sont les paroles d'une jeune fille extraordinaire dont les mots ont apporté de la lumière dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Ce sont les paroles d'Anne Frank, plus connue sous le nom d'Anne. Et sa vie est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire récente, car elle a consigné les événements entourant sa famille et leurs efforts, finalement voués à l'échec pour échapper à la persécution des nazis, alors qu'ils étendaient leur ombre sur l'Europe durant la première moitié des années 1940. C'est une histoire d'espoir juvénile, des luttes ordinaires de la vie quotidienne d'une adolescente sur un fond loin d'être ordinaire, fait de peur et de persécution. Et de survivre à ces événements extraordinaires, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Voici le récit tragique d'Anne Frank. Bienvenue dans Guerre du Monde. L'histoire de la vie d'Anne Frank ne commence pas en Hollande, le pays auquel son nom est le plus associé, mais en réalité à Francfort, car il est souvent oublié par le grand public qu'elle était en fait allemande de naissance. Elle est née le 12 juin 1929 à la clinique de la Croix-Rouge Maingo, deuxième fille d'Edith et Otto Heinrich Frank, 3 ans. Durant ses toutes premières années de vie, la jeune Anne aurait connu peu de choses des préjugés auxquels les Juifs étaient confrontés en dehors de son monde immédiat. Les Frank étaient une famille juive libérale ne pratiquant pas les aspects les plus stricts de leur foi. Ils vivaient dans un quartier relativement multiculturel de la ville, où Juifs et non-Juifs vivaient et travaillaient côte à côte. Bien qu'elle ne puisse probablement pas encore comprendre pourquoi, elle était assez âgée pour savoir qu'en 1933, à l'âge de 4 ans, les choses avaient commencé à changer pour sa famille. C'était, bien sûr, l'année où Adolf Hitler et sa bande de voyous nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne et ont commencé à transformer l'ancienne République de Weimar allemande en Troisième Reich. Avec tous ces discours sur la pureté et la haine envers ceux qui ne correspondaient pas à leurs critères. Le changement le plus notable pour Anne est survenu peu de temps après, lorsqu'elle, avec sa mère et sa sœur, a déménagé à Aix-la-Chapelle, à l'extrême ouest de l'Allemagne, pour vivre chez sa grand-mère, tandis que son père est resté à Francfort pour s'occuper des affaires de la famille. Ce qui est devenu plus difficile à mesure que les nazis intensifiaient leur répression contre le peuple juif. Très vite, la terre que les Franks considéraient comme leur maison est devenue méconnaissable et restait ouvertement hostile envers les leurs. Ainsi, lorsqu'une offre s'est présentée pour lancer une entreprise à Amsterdam, Otto Frank a saisi l'opportunité. Ayant pris les devants, il a rejoint une communauté croissante de réfugiés juifs allemands installés en ville. Finalement, il a trouvé un logement pour sa famille sur la place Merda, dans le quartier Rivierenberg. Attachés à leurs opinions plus libérales, Edith et Otto ont décidé d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques néerlandaises, Anne fréquentant la 6e école Montessori toute proche. La méthode Montessori est un type de pédagogie qui s'appuie sur les intérêts et les activités naturelles des enfants plutôt que sur une méthode d'enseignement plus formelle. Une classe Montessori met l'accent sur l'apprentissage pratique et le développement de compétences concrètes, favorisant l'autonomie tout en décourageant certaines mesures traditionnelles de réussite comme les notes et les examens pour évaluer les progrès de l'enfant. C'était une forme d'éducation qui était de plus en plus restreinte en Allemagne, car les idéaux nazis exigeaient l'obéissance, ce qui nécessitait l'endoctrinement, sans place pour la pensée indépendante. Cependant, c'était un environnement éducatif idéal pour Anne, et Anne s'est révélée être une élève enthousiaste. Mais, comme Otto s'en souviendrait, sa nature naturellement curieuse était parfois un trait de caractère problématique. Comme il s'en souvenait, je cite, « Elle posait constamment des questions, non seulement quand nous étions seuls, mais aussi en présence d'autres personnes. Si nous avions des visiteurs, il était plutôt difficile de se débarrasser d'elle parce qu'elle s'intéressait à tout et à tout le monde. » Fin de citation. Anne et Margot ont d'abord eu des difficultés avec le néerlandais, mais ont vite parlé couramment avec leurs camarades.
En tant qu'élève, ses professeurs ont remarqué qu'elle avait souvent des difficultés avec des matières comme l'arithmétique et les sciences, mais qu'elle appréciait davantage les matières plus créatives, comme l'art et la musique, même si elle n'excellait dans aucune d'elles. Elle était fascinée par l'histoire et la façon dont elle avait façonné le monde moderne. Cependant, à cet égard, tant le personnel que les parents des élèves ont convenu d'éviter les discussions concernant les événements en Allemagne par crainte de bouleverser le grand nombre d'élèves juifs allemands. Le 31 janvier 1938, la famille royale néerlandaise a accueilli la naissance de la princesse Béatrix. Et, conformément à la tradition néerlandaise, Anne et ses camarades de classe ont eu droit à des biscottes garnies de dragées à l'anis. Au fil des années 1930 et en grandissant, ses premiers sentiments amoureux ont éclos lorsqu'elle a rencontré Lutz Peter Schiff, un garçon un peu plus âgé qu'elle décrivait comme grand, beau et ayant une lueur espiègle dans les yeux chaque fois qu'il souriait, ce qu'elle trouvait absolument irrésistible. Plus tard, dans ses journaux intimes, elle se souviendra avec tendresse des moments où ils rentrèrent de l'école ensemble, marchant innocemment, main dans la main. Pourtant, malgré les efforts de sa famille pour échapper à la persécution de Hitler et de ses sbires, le Troisième Reich n'était jamais bien loin et pas seulement sur le plan politique. Leur influence continuait de s'étendre tant sur le plan militaire que politique tout au long des années 1930 jusqu'à ce qu'elles finissent par déclencher les nuages orageux de la guerre. Après l'invasion de la Pologne et le début du conflit entre l'Allemagne nazie, la Grande-Bretagne et la France. La Hollande déclara sa neutralité dans l'espoir que cela la protégerait des combats, comme cela avait été le cas lors de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Cependant, en fin de compte, ce n'était pas aux Néerlandais de décider s'ils allaient rester neutres, car leur neutralité dépendait uniquement du bon vouloir des belligérants, en particulier de l'Allemagne, et de la façon dont ils considéraient ce petit pays dans les mois à venir. Pour Hitler, la Hollande était essentielle à son effort de guerre contre ses puissants ennemis occidentaux. Elle lui offrirait des bases le long de la côte pour mener une guerre maritime contre la Grande-Bretagne, tout en lui permettant d'ancrer son flanc droit en France. En passant par la Belgique, qui avait également déclaré sa neutralité, la Wehrmacht allemande pouvait contourner la principale ligne défensive française, la très vantée, mais fondamentalement défaillante, ligne Maginot. Ainsi, le 10 mai 1940, les troupes d'Hitler ont frappé dans les soi-disant Pays-Bas. Cette manœuvre a pris les alliés occidentaux par surprise. Malgré les promesses d'aide britanniques et françaises, leur tentative pour freiner Hitler. En Belgique, cela s'est transformé en une retraite organisée à la hâte, laissant la Hollande se débrouiller seule. Peu après le début de l'invasion, les bombardiers allemands ont commencé à survoler la ville de Rotterdam, déversant leurs charges mortelles sur la population civile, dans un événement désormais connu sous le nom de Blitz de Rotterdam. Rien que le 14 mai, 711 personnes ont été tuées. Et la dévastation était telle qu'en une semaine à peine, près de 85 000 personnes se sont retrouvées sans abri, provoquant des vagues de réfugiés envahissant les bords de route, perturbant le mouvement des troupes néerlandaises qui n'ont pu opposer guère plus qu'une résistance symbolique. C'en était trop pour la direction néerlandaise et le 15 mai, les troupes néerlandaises ont reçu l'ordre de déposer les armes. La famille royale néerlandaise s'est enfuie en Grande-Bretagne et beaucoup de ses membres ont passé la durée de la guerre dans la relative sécurité du Canada. La chute de la Hollande s'est produite si rapidement que peu de ses habitants ont eu le temps de vraiment réaliser ce qui s'était passé et, plus important encore, ce qui allait se passer ensuite. C'était particulièrement vrai pour les quelques 140 000 juifs alors enregistrés comme vivant en Hollande, dont environ un sixième avaient, comme les Francs, émigré d'Allemagne pour fuir. Les mêmes personnes qui semblaient maintenant les avoir suivis vers l'ouest et pour qui, avec l'Europe occidentale dévorée par la tyrannie d'Hitler, il n'y avait plus aucune échappatoire. Ils connaissaient déjà l'ampleur de la persécution nazie et pensaient avoir une idée assez précise de ce qui les attendait. La vérité, bien sûr, serait bien pire. Hitler choisit le nazi autrichien, Arto Seyss-Inquart, pour assumer le rôle de Reichskommissar des territoires néerlandais occupés. Pour l'aider à imposer la volonté nazie à la population néerlandaise, Hans Albin Rauter prit le commandement des forces de l'ordre néerlandaises et allemandes en Hollande, pour éviter que les fonctionnaires néerlandais négligent leurs devoirs. Pour identifier tous les citoyens juifs dans leurs districts respectifs, les Allemands versaient des primes pour chaque citoyen juif qu'ils identifiaient. Les dirigeants juifs néerlandais ont adopté une politique de coopération face aux lois qui leur étaient rapidement imposées, croyant qu'une résistance à ce stade ne ferait qu'entraîner un traitement plus sévère.
Néanmoins, d'autres ont pris sur eux de se rallier à leur cause. Lorsque les premières déportations vers les camps de concentration ont commencé, cela a entraîné une grève générale de protestation en février 1941. Cette grève a été réprimée durement, ses dirigeants étant qualifiés d'agitateurs communistes, puis exécutés. Le déplacement des Juifs néerlandais a fait gonfler la population juive à Amsterdam car les Allemands les logeaient dans la ville en vue de leur transfert vers les camps. Pour Anne Frank, le principal changement sous les nazis fut l'interdiction de fréquenter l'école des enfants non juifs. Du point de vue de ses parents, cela n'était qu'une facette de la ségrégation subie en tant que juif et la situation a empiré. Jusqu'à ce qu'en 1942, Otto tente activement de faire sortir sa famille de Hollande. Il espérait pouvoir se rendre en Amérique, qui était encore neutre à l'époque, mais ses plans ont été anéantis lorsque Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis en décembre 1941 en soutien à ses alliés japonais. La rupture des relations diplomatiques entre le Troisième Reich et Washington a fermé la porte à tout projet de fuite. Et sachant que la famille finirait probablement par être arrêtée et déportée dans un camp, Otto a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix que de finir par se cacher. Ainsi, dans ce but, il a commencé à aménager une cachette dans l'annexe, son entreprise. Lorsque Margot a reçu l'ordre de se présenter pour la déportation, la famille Frank a accéléré ses plans et, le 6 juillet, elle a emménagé dans l'espace qui, espérait-il, leur offrirait un sanctuaire. Moins d'un mois avant que la famille Frank ne soit contrainte de se réfugier dans l'annexe, Anne a reçu un cadeau très spécial pour son 13e anniversaire, le 12 juin 1942. C'était un journal intime dans lequel elle pouvait écrire. À cet âge de formation, Anne avait déjà clairement exprimé son souhait de poursuivre une carrière d'écrivaine plus tard. Même si, à l'époque, l'avenir dans une telle carrière pour une personne juive sous l'occupation nazie était très incertain. Pourtant, grâce à son journal, elle pouvait au moins consigner les détails de sa vie, sans se douter de l'impact qu'il aurait un jour sur des générations de personnes. En parlant de ses objectifs avec le journal, sa première entrée proclamait distinctement, je cite, « J'espère que je pourrai tout te confier, comme je n'ai jamais pu le faire avec personne, et j'espère que tu seras une grande source de réconfort et de soutien. » Fin de citation. Avec ces mots, elle a commencé à raconter sa vie. Non seulement en tant que personne juive fuyant les horreurs des nazis, mais aussi à travers ses expériences en tant que membre de la famille Frank avec 4 autres juifs, Hermann et Auguste Van Pels, leur fils Peter, ainsi que Fritz Pfeffer caché dans l'annexe. La façon dont Anne écrit dans son journal montre que ce livre est devenu son ami de substitution quand elle était isolée de ses camarades. Elle lui a même attribué une sorte de personnalité. Et c'est ainsi qu'est né le nom Kitty, une création inspirée d'un personnage de la célèbre série de livres Juptehull, écrite par Sissi van Marksveld, qu'Anne avait commencé à lire avant de se cacher. Beaucoup d'entrées de son journal débutaient par « Cher Kitty » ou similaires, pour qu'Anne ait l'impression de s'adresser à quelqu'un. Mais Kitty n'était en aucun cas la seule personnalité. Au contraire, il semble que la vive imagination d'Anne lui ait permis de s'entourer d'un cercle d'amis imaginaires auxquels elle écrivait sous forme d'entrées dans son journal. En plus de sa correspondance avec Kitty, d'autres noms qui sont devenus le centre d'attention de ses entrées comprenaient Pop, Fienne, Connie, Lou, Marianne et Amy. Mais comme elle l'avouerait à Kitty dans une entrée, c'était à elle qu'elle aimait le plus écrire. La vie dans l'annexe manquait de stimulation pour un jeune esprit. La routine était la règle, rythmée par la cuisine, le ménage, les repas, le sommeil et l'entretien de base. Pour Anne, cela ne faisait qu'alimenter son imagination d'un monde sans la peur que, la prochaine fois que la bibliothèque dissimulant l'entrée s'ouvrirait, ce ne serait pas le visage amical de ceux de l'extérieur venus les aider en apportant nourriture et provisions. Mais dans son esprit, les yeux sombres et indifférents d'un officier de la Gestapo, elle a développé le personnage de Kitty, en faisant d'elle une fille de 14 ans en octobre 1942 et en la décrivant comme sa meilleure amie. Elle inventait des histoires où elles vivaient ensemble hors de l'annexe, dans un monde qu'elle savait impossible, mais où elle pouvait s'évader un instant. Dans son esprit, cela l'a sans doute aidé à faire face non seulement aux conditions, mais aussi, parfois, aux émotions, dans l'annexe. L'espace convenait à peine à 8 personnes et les provisions livrées par leurs confidents étaient souvent compromises par les restrictions accrues imposées à la population néerlandaise au fil de la guerre. Les tensions étaient fréquentes entre eux.
pour aucune autre raison que de laisser éclater leur frustration d'être effectivement piégés et de ne pas savoir quand, ni même si, ils pourraient partir. Cela n'arrangeait rien qu'Anne soit à un âge difficile, où elle entrait dans l'adolescence, et avec tous les problèmes liés au changement du corps féminin. Étant si proche de lui, elle a brièvement entretenu une relation amoureuse avec le fils d'Evan Pels, Peter, ce qui l'a amené à repenser à son temps passé avec Lutz à une époque plus innocente et plus ancienne. Anne écrivait tellement dans son journal qu'il a fini par être rempli, l'obligeant à utiliser des cahiers et des bouts de papier. Malheureusement, cela a entraîné la perte d'une grande partie de ses écrits de 1943 et on ne peut que spéculer sur ce qui a pu se passer à cette époque. À partir des entrées qu'elle a rédigées à partir de décembre de cette année-là, on remarque un nouvel ajout à ses écrits. Plus tard, au cours de sa vie, en se cachant dans l'annexe, elle a commencé un roman inspiré par ses expériences, avec des personnages manifestement basés sur les personnes qui l'entouraient. Même alors, elle savait devoir raconter son histoire pour éduquer et avertir les générations futures. Elle n'a jamais perdu de vue son ambition de l'écrire, même dans les heures les plus sombres de l'annexe. Comme elle l'a écrit, je cite, « Je sais ce que je veux, j'ai un but, une opinion, j'ai une religion et de l'amour. » Elle ajouta également, « Ce qui est fait ne peut être défait, mais on peut empêcher que cela ne se reproduise. » Fin de citation. Le 1er août 1944, Anne décida d'écrire à Kitty pour se plaindre du fait qu'elle se heurtait de plus en plus à ceux qui l'entouraient. Elle avait l'impression d'être considérée comme l'enfant turbulente du groupe. Elle se disputait régulièrement avec sa mère, comme c'est souvent le cas chez les jeunes adolescentes. Et elle se disputait fréquemment avec Fritz Pfeffer au sujet de l'utilisation du bureau pour écrire, ce qui l'a amené à nommer son personnage dans son roman à Val-d'Ussel, dont le nom de famille signifie « idiot » en allemand. Elle a terminé l'entrée par la phrase suivante, je cite, « Crois-moi. J'aimerais écouter, mais ça ne marche pas parce que si je suis calme et sérieuse, tout le monde pense que je joue un nouveau rôle et je dois me rattraper avec une blague. Et je ne parle même pas de ma propre famille, qui suppose que je dois être malade. Ils me gavent d'aspirine et de sédatifs, me touchent le cou et le front pour voir si j'ai de la fièvre, me demandent comment vont mes selles et me reprochent d'être de mauvaise humeur, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Parce que quand tout le monde commence à tourner autour de moi, je deviens irritable puis triste, et finalement je finis par retourner mon cœur. La mauvaise partie dehors, la bonne dedans. Je cherche toujours comment devenir ce que j'aimerais et pourrais être. Si seulement il n'y avait pas d'autres personnes dans le monde. À toi, Anne Monsieur Frank. Fin de citation, ce sont les derniers mots connus écrits par Anne. 3 jours plus tard, après 2 ans, le jour qu'ils redoutaient tous est enfin arrivé.